Bonsoir à tous, bienvenue en direct de la Maison de la Poésie où nous avons ce soir le plaisir et l'honneur d'accueillir Emmanuel Guibert, qu'on ne présente plus mais qu'on va présenter quand même, qui est dessinateur et scénariste de bande dessinée, qui est né à Paris, on va dire, dans les années 60, qu'on connaît pour un grand nombre d'albums et quasiment autant de chefs-d'œuvre, mais je vais en relever quelques-uns. Le premier que j'ai lu personnellement, La fille du professeur de 1997, je crois, avec Johann Sfar au scénario. Il y a Le photographe, dont la publication s'est étalée de 2003 à 2006, où là, Emmanuel, vous étiez dessinateur et scénariste, mais c'est une histoire qui est arrivée à quelqu'un d'autre, à Didier Lefebvre. La guerre d'Alan, là aussi, l'histoire de quelqu'un d'autre, les souvenirs de Alan Ingram. La publication de cette série s'est étalée de 2000 à 2008. Et puis, pour les enfants, c'est important, la série Sardines de l'espace, et puis actuellement, Ariol, qui ravit un large public d'enfants, où vous officiez au scénario avec l'excellent Marc Boutavant au pinceau. Alors aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on ne va pas parler bande dessinée, quoi qu'on va en parler de façon un petit peu indirecte, mais on va parler d'un livre, un récit que vous avez publié très récemment aux éditions Gallimard, dans la collection Signe, qui est dirigée par Thierry Laroche. Et voilà, moi, c'est par ce biais-là, non pas que je vous ai rencontré, connu, parce que je vous connaissais déjà avant, mais ma présence ce soir comme animateur de cette rencontre, elle n'est pas complètement fortuite. Il se trouve que j'ai eu le livre assez tôt entre les mains, puisque Thierry me l'avait envoyé, et ça a été un vrai coup de cœur, et je lui ai fait part de mon enthousiasme prononcé. Et puis voilà, je me retrouve maintenant, j'en suis très heureux, à animer cette rencontre avec vous. On va essayer d'en apprendre un peu plus sur vous, sur votre livre. Alors, le livre en question s'appelle Mike. Et Mike habite aux États-Unis, il est américain. Et c'est un garçon que vous allez rencontrer au détour des années 2000, c'est en 2008-2009 que vous le rencontrez, quelque chose comme ça, non ? En 2007. En 2007, voilà. Et alors, vous le rencontrez parce que vous avez une amie commune, hein, qui est Juliette, qu'on retrouve dans la série Le photographe. Il est architecte, il est plus âgé que vous, il est marié avec une certaine Gloria qu'il connaît depuis très longtemps, hein, depuis le jardin d'enfants, je crois. Et vous devenez amis, mais c'est une amitié qui est un petit peu assurée. Vous ne vous voyez pas tant que ça, finalement. Vous voyez quand il vient à Paris, c'est ça, hein ? Ah oui, c'est en pointillé, en effet. Juliette, qui était la logisticienne, chef de mission de toutes les missions MSF en Afghanistan occupées par les forces soviétiques dans les années 80. Après cet épisode de sa vie, a emménagé donc à Minneapolis, dans le Minnesota, au nord des États-Unis. Et entre autres activités, elle a d'ailleurs contribué à fonder la branche américaine de MSF, MSF USA. Et elle avait donc à Minneapolis, comme voisin d'en face, Mike et Gloria. Alors vous dites qu'ils se sont connus très jeunes, en effet, c'est une amitié avant que d'être un amour qui remonte au jardin d'enfants. Ils avaient 6 ans dans un petit patelin du Wisconsin qui s'appelle Willard, où il y a une communauté d'origine slovène assez importante, puisque leurs grands-parents étaient slovènes, à l'un comme à l'autre. Et puis, quelques années plus tard, ils se sont mariés et jamais quittés. Et Juliette aimait beaucoup ce couple. Je pense qu'on comprend à la lecture du livre qu'il est difficile de ne pas aimer ce couple. Et donc, quand elle est revenue s'installer en France quelques années plus tard, de nombreuses années plus tard,
elle m'a encouragé à les rencontrer à la faveur d'un dîner qu'elle organisait chez elle. Et disons que le livre commence comme ça, je pousse cette porte et je me retrouve face à Mike et Gloria et je suis instantanément séduit par deux personnes très avenantes avec lesquelles on passe un dîner très complice et très chaleureux. Et quand on se quitte, Juliette habite rue de la Lune, près des Grands Boulevards. Quand on descend de la Lune et qu'on se quitte au métro Bonne Nouvelle, j'ai vraiment ce désir, cette envie de poursuivre la conversation et de les revoir. Et heureusement, en effet, c'est ce qui va se passer, mais de manière espacée. Alors, Mike vous propose de venir le voir à Minneapolis. Il a deux résidences, hein, une à Minneapolis dans le nord et puis une à Santa Fe, ça, au Nouveau-Mexique. Et puis, comme dans beaucoup d'occasions, ça ne se fait pas. Il y a une très belle chanson du groupe The Cure qui parle de ça, qui s'appelle The Cut, où c'est sur les occasions perdues. Puis Robert Smith dit à un moment, on se dit oh, la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine, puis à un moment c'est trop tard. Et là c'est pas trop tard, mais disons que c'est très tard quand même, puisque à un moment vous apprenez que Mike souffre d'un cancer, un cancer du foie, très agressif. Il me semble, mais je m'avance peut-être un petit peu, en fait, il est assez clair dès le départ qu'il ne va pas s'en sortir. C'est une question de temps. Ça n'a pas été aussi évident. Enfin, on sait que les cancers des voies digestives, c'est pas facile. Et au début, il continue à venir en France. Il persiste même à y faire ce qu'on n'a pas dit qu'il y faisait, c'est-à-dire il menait des cohortes d'étudiants d'un campus de l'Illinois, Urbana-Champaign, campus sur lequel il a été étudiant avant que d'y enseigner. Et un de ses rôles, donc tous les ans, c'est d'emmener ces jeunes gens en Europe au sens large. Parfois, il pousse même jusqu'en Asie mineure. Et il les fait donc dessiner d'observation devant des bâtiments anciens que des jeunes Américains sont réputés dans leur pays ne pas voir tous les jours. Oui, ils les amènent aux arènes de Lutèce notamment. Alors il y a en effet une petite anecdote sur des retrouvailles aux arènes de Lutèce entre moi et eux, puisque Mike m'invite à parler de mon travail à ces jeunes gens. Et à ce moment-là, il est déjà en effet atteint par la maladie. Il a déjà passablement changé physiquement. Et il n'en est, de mon point de vue, que plus admirable parce qu'il continue avec un courage, une force, une abnégation extraordinaire à mener ces jeunes gens, tambour battant, et à les faire dessiner. Et chose qu'il a faite vraiment pratiquement jusqu'à son dernier souffle, à partager avec eux cette passion viscérale qu'il a à la fois du dessin, de l'architecture, du voyage, et puis, comme c'est vraiment un honnête homme, de l'apprentissage en général. C'est quelqu'un qui apprend à apprendre et qui continue à apprendre au milieu des autres. Alors, il y a quand même un moment où il va devenir malheureusement tristement clair qu'il ne va pas s'en sortir, et c'est le moment où vous décidez d'aller là-bas et de faire ce que peut-être vous auriez aimé faire auparavant, lui rendre visite, mais là vous vous dites que c'est maintenant ou jamais. Je crois que vous êtes en vacances ou en villégiature en Italie à ce moment-là, et vous allez prendre plusieurs avions pour arriver à Minneapolis en plein hiver, hein, puisque c'est à la fin de l'année 2011. J'arrive au réveillon, le soir du réveillon. Au soir du réveillon, et vous êtes donc, comme c'est un petit peu difficile d'être hébergé chez eux, il y a l'appartement, enfin la maison de Juliette qui est en face, comme vous l'avez dit, qui est prêtée à un ami, voilà, mais qui appartient, qui lui appartient toujours et qui est libre, donc vous pouvez prendre vos quartiers là, et puis aller voir Mike. Qui est, on ne le sait pas encore, mais c'est pas un grand secret, on s'en doute, il est vraiment à quelques jours de sa disparition. Et là, forcément, tout devient extrêmement poignant, intense, je trouve.
pas seulement triste, c'est sûr que c'est pas la gaieté qui prédomine dans le livre, mais pour autant, et c'est une des choses que j'ai particulièrement appréciées, c'est pas non plus le désespoir. Disons qu'on passe par tout un nombre de strates. Alors, on l'a dit, il est architecte, Mike, et il fait des croquis. Lui aussi, il fait pas le même type, a priori, de croquis que vous, puisque lui, il dessine plutôt des choses inanimées. Là où vous allez plutôt dessiner des personnages, pour simplifier. Hein. Il y a une scène particulièrement mémorable et émouvante où vous allez chacun dessiner dans le carnet de l'autre, qui est pour moi un petit peu le point d'ancrage du livre. Et alors, ce récit, donc, il tourne autour de ces quelques jours que vous allez passer là-bas. C'est très peu de temps, hein, finalement. C'est 48 heures, quelque chose comme ça. 3 jours. 3 jours, oui. Et il est alimenté par un certain nombre de digressions sur le travail de la mort et puis du deuil qui va s'en suivre, et aussi un certain nombre de réflexions sur son parcours à lui, votre amitié, ce qui s'est joué dans toutes les années qui ont précédé ces dernières retrouvailles. Alors moi, ce qui m'a marqué, c'est que, il ne s'agit pas à proprement parler d'autofiction, mais c'est quand même un livre dans lequel vous vous mettez en scène. C'est bien précisé d'ailleurs que ce n'est pas un roman, c'est un récit. Donc on peut imaginer que tout est vrai, en tout cas de la façon dont vous vous rappelez les choses. On va évacuer les compliments d'usage qu'on peut faire, parce que le roman français est très friand d'autofiction, et c'est malheureusement, de mon point de vue, un genre dans lequel les gens se mettent souvent beaucoup en valeur, tout en prétendant ne pas le faire, et s'accaparent l'histoire de quelqu'un d'autre pour en faire leur miel, leur récit. Or, vous parlez de vous, mais on ne peut pas dire que vous vous présentez sous un jour particulièrement conquérant, puisque vous êtes, quand vous êtes aux États-Unis, quelqu'un forcément de friable, qui ne sait pas trop à quelle sauce il va être mangé, qui se prend un petit peu ce deuil en devenir en pleine face. Et puis Mike lui-même, finalement, on sait peu de choses sur lui. Vous l'appelez Mike, on ne connaît pas son nom de famille, c'est à dessein, hein, j'imagine. Alors que dans n'importe quel autre récit, certainement, vous auriez dit précisément qui c'était, et les journalistes se seraient emparés de l'affaire et auraient cherché sur Google, etc., qui est ce garçon. Finalement, vous préservez son intimité, et c'est quelque chose d'assez rare. Je voulais savoir quel regard, vous, en tant que lecteur, vous portez sur l'autofiction de façon générale. Est-ce que vous pensez que l'écriture peut avoir des vertus, on va dire, cathartiques? Est-ce que c'est un livre, d'abord, que vous avez écrit parce qu'il vous a aidé, ou vous l'avez écrit pour une autre raison? Le livre s'est écrit, si j'ose dire, en plusieurs phases, oui. D'abord, j'ai commencé à jeter sur le papier des choses quand je suis rentré des États-Unis, juste après l'avoir vu. Comme vous l'avez dit, il est mort très peu de jours après. Donc, à ce moment-là, ayant vécu un séjour où j'étais, disons, constamment fragile et en même temps constamment en situation d'essayer de surmonter cette fragilité et de tenir ma partie, de jouer mon rôle, je me suis payé le luxe ensuite de me dégonfler un peu, si j'ose dire, et arriver à la maison. Et une des phases, ça a été de mettre sur le papier quelques phrases qui étaient comme peut-être la table des matières de ce que serait un peu plus tard un récit un peu plus détaillé, ou plus exactement des petits aides-mémoires pour me souvenir de moments de ce séjour qui m'avaient particulièrement touché et marqué. Sans doute pas dans l'idée d'en faire un livre, mais dans l'idée que si ces moments-là m'avaient marqué, c'est qu'ils étaient détenteurs d'un certain poids de réalité qui vaudrait d'être tôt ou tard retraité. Je ne savais pas comment. Voilà. Mais c'est une habitude évidemment assez courante chez la plupart des gens qui écrivent. On fait tout ça, on a vécu quelque chose qui nous a marqué, on rentre et dans un carnet ou sur une feuille volante, on établit une sorte de liste
d'un certain nombre de choses dont on pense que plus tard, quand on les relira, elles éveilleront en nous le souvenir de l'intensité du moment vécu, ce qui est loin d'être toujours le cas d'ailleurs, parce que c'est comme souvent ce qui nous arrive quand on annote un bouquin. On est en pleine lecture, on a un crayon à papier et on souligne 3 fois un passage. Et quelques années après, on est parfois bien incapable de dire pourquoi on a souligné le passage en question, qui nous paraît totalement anodin. Et c'est parce qu'on fait bon marché du fait que ce passage nous a plu, vraisemblablement parce qu'il était précédé par tout un enchaînement d'idées qui lui a donné en nous une résonance qu'il n'a plus quand on l'isole, qu'on le regarde et qu'on se dit bon. Donc il faut se méfier de ces listes, elles ne tiennent pas toujours leurs promesses, loin de là. Mais j'avais fait d'abord ça. Et puis ensuite, il y a eu un projet d'une monographie dont le hasard veut qu'elle sorte ce mois-ci, qui s'appelle En bonne compagnie. Et comme on m'avait déjà consacré une monographie quelques années avant, qui s'appelait Monographie prématurée, parce que je me trouvais quand même un peu genaud pour qu'on commence à se pencher sur ma vie, mon œuvre. Quand on est revenu à la charge, en l'occurrence de 2 amis qui s'appellent respectivement Benoît Peters et Jacques Sanson, pour me proposer une nouvelle exploration, si j'ose dire, de ce que j'avais pu faire, j'ai dit il faudrait faire quelque chose de très différent et j'aimerais en profiter pour faire le portrait d'un certain nombre de mes amis. Alors c'est le cas. Dans ce livre, il y a 10 amis dont j'ai fait un portrait sur 2 ou 4 pages, en y adjoignant à chaque fois un de leurs travaux, que ce soit donc peintre, graphiste, photographe, musicien, etc. Mais là, et Mike devait être l'un d'entre eux. Donc cet ami Jacques Sanson, qui est un universitaire québécois, qui venait me voir de temps en temps à Paris pour me tirer les verres du nez pour les besoins du bouquin en question, a commencé à me faire parler de Mike. Et là, je me suis rendu compte qu'à la faveur d'une conversation, j'allais beaucoup plus loin que ce que j'avais pu écrire sur ma petite liste dont on a parlé précédemment. Et je me suis dit, en fait, quand on me met en condition de dire des choses sur cet homme, ça vient. Voilà. Et Jacques m'a renvoyé quelque temps après une sorte de verbatim de ce qu'on s'était dit ce jour-là. Et en le reprenant, j'ai commencé à l'augmenter. À l'augmenter de telle manière que je me suis rendu compte qu'il ne pourrait plus rentrer dans le livre que Jacques était en train de faire, mais que c'était en train de devenir un livre en soi. Et là, j'ai poussé ce récit. La seule chose, c'est que écrire des textes de longue haleine jusqu'ici n'a pas été mon métier. Donc, je l'ai poussé par bribes et j'étais obligé de m'interrompre régulièrement pour faire autre chose. À telle enseigne que j'ai vu venir le moment où je ne finirai jamais ce texte-là. Et puis, c'est le moment qu'a choisi Thierry Laroche pour me contacter en me disant « Je crée une collection, si tu prenais la fantaisie d'écrire des textes sans images, puisque la règle du jeu, c'est qu'il n'y a pas d'image, ni non plus à l'intérieur que sur la couverture, si tu prenais cette fantaisie-là, on t'accueillerait volontiers. » Et je lui ai dit, écoute, comme tout le monde, j'ai 2 ou 3 manuscrits à divers stades d'inachèvement dans mes tiroirs. Si tu veux, je t'en envoie un. Et s'il y en a un qui te botte, ça m'encouragera à le finir. Et donc, il a reçu les manuscrits en question, il les a épluchés, et il m'a rappelé assez rapidement en me disant, celui qui est le plus avancé, alors il avait fait un bref calcul, il m'a dit, il fait l'équivalent de 80 pages d'un roman, c'est Mike, et je voudrais que tu l'achèves. Donc, j'ai vu la possibilité qui m'était offerte de faire quelque chose qu'au fond j'avais envie de faire, c'est-à-dire de faire le tour de cette histoire et d'essayer de la mener à bien. Et là, je suis entré vraiment dans l'écriture de ce texte, en y consacrant le temps nécessaire et en cessant de dessiner, ce qui ne m'était jamais arrivé. Il y a une sorte de maïeutique un peu à l'œuvre, parce que, je veux dire, il n'y a pas de hasard, on le sait souvent quand on écrit ou qu'on dessine, il y a des projets comme ça, on a l'impression que ça devait survenir. Moi, je me suis justement posé la question du laps de temps, certainement du travail de maturation. Il n'y a pas que ça, il y a aussi les aléas du métier, des activités. Mais c'est vrai qu'entre le moment où Mike rend son dernier soupir, donc début 2012, et maintenant, il y a 9 ans qui sont passés. Et c'est beaucoup. Et vous avez eu l'impression que vous aviez besoin de ce temps et que c'était le bon moment pour sortir ce livre? C'est possible.
10 ans, c'est pas, c'est pas grand-chose pour moi. En règle générale, Ouais. c'est un étiage assez normal. Je suis quelqu'un, par exemple, qui suis pratiquement incapable de faire ce qu'on appelle, par exemple, du journalisme en bande dessinée, ou, en tout cas de réagir à chaud sur une situation. Non seulement c'est pas à chaud, mais j'ai besoin de vivre, de respirer, d'oublier, d'y repenser. Et vient un moment où, en règle générale, je sens que je peux m'y mettre. Ce qui est typique, assez typique de ça, c'est ce qui m'est arrivé avec mon ami Alan Cope, dont vous parliez tout à l'heure. Je m'apprête, par exemple, à me relancer dans un épisode là prochainement. Épisode qui m'a été raconté il y a maintenant 23 ou 24 ans par Alan. Et j'ai eu 23 ou 24 ans de rêverie, d'oubli, de pensée à propos de ces histoires, et je vais m'y mettre. Et j'ai besoin, je pense que j'ai psychologiquement et presque physiquement besoin de cet écart pour que vienne une sorte de moment de maturité où il est temps de s'y lancer. Alors en ce qui concerne Mike, il y a quand même une nuance, c'est que l'essentiel de ce livre, évidemment, se passe à la frontière entre 2011 et 2012, mais il y a quand même une sorte d'addendum à la fin où du temps passe. Absolument. Et où je retourne aux États-Unis quelques années après sa mort, à nouveau pour accomplir quelque chose qu'il voulait que je fasse, c'est-à-dire aller dessiner dans l'atelier que je ne connaissais pas, celui du sud des États-Unis, celui du Nouveau-Mexique. Et puis je termine également par d'autres anecdotes qui, elles, s'égrènent pratiquement jusqu'à aujourd'hui. Oui, notamment le moment où vous retrouvez Gloria à Paris, qui est un moment assez émouvant parce qu'on comprend, contrairement à ce que pourraient nous faire croire certaines séries américaines, que le deuil, enfin, je veux dire, elle ne s'en sortira pas entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a un avant, il y a un après. La relation qu'elle a tissée avec cet homme fait qu'elle va essayer de transcender la perte pour que de l'autre côté du voile, finalement, il lui offre quelque chose qui est peut-être aussi son regard, hein, c'est ce qu'elle dit un petit peu, sa façon de voir les choses. Elle voit les choses un peu comme s'il était là pour les voir avec elle, mais il n'est plus là, et vous vous rendez compte que, enfin vous vous rendez compte, vous le saviez déjà, mais que voilà, quelque chose d'irréparable c'est produit, quoi. Ah bah oui. Ouais. Oui, Gloria était évidemment totalement laminée par ce deuil, et je constate des années après que elle est évidemment, comme tout le monde, elle vit, elle vaque, mais pour l'avoir revue à quelques reprises et continuer d'avoir avec elle une correspondance suivie, je vois bien qu'il n'est pas question que cet homme qu'elle a rencontré quand même quand elle avait 6 ans, ouais. et épousé quand elle en avait une petite vingtaine, et qu'elle a toujours eu, si j'ose dire, dans son champ de vision, et avec lequel, en plus, ça n'est pas une raison suffisante pour qu'ils se soient bien entendus. Ils auraient pu rester ensemble, si j'ose dire, et avoir une relation chaotique ou parfois désagréable. On sait que ça arrive. Mais il se trouve qu'ils se sont quand même prodigieusement bien entendus. Et je pense que c'est aussi un livre là-dessus. C'est-à-dire que j'ai voulu écrire sur un couple qui m'a vraiment frappé par la réalisation d'un idéal qui nous occupe tous, vraisemblablement depuis qu'on est amoureux, c'est-à-dire peut-être depuis l'âge de 3 ou 4 ans, hein, quand vraiment le cœur commence à s'enflammer pour un autre être. Je crois qu'une des premières choses qui nous vient à l'esprit quand on est enfant, c'est « je voudrais passer ma vie avec ce petit garçon ou cette petite fille qui a une chaussette au genou et l'autre à la cheville, et puis de la morve qui lui sort de la narine gauche, et il est irrésistible ou elle est irrésistible, et on a envie de donner sa vie à cette personne. Et il est rare que ce soit précisément à elle qu'on donne sa vie et qu'elle nous accompagne jusqu'à la fin. Et c'est ce qui leur est arrivé. J'ai pas tellement d'autres exemples dans mon existence. Non, c'est vrai que c'est un couple assez exceptionnel. Ce qui lui reste à la fin, elle le dit, et c'est ce qu'on entend souvent dire dans les deuils, mais c'est plus facile à dire qu'à mettre en œuvre dans sa propre existence,
c'est la gratitude pour avoir connu cet homme et mesurer la chance qu'elle a eue d'avoir passé tant de temps avec lui. Mais on a tout de même l'impression que une histoire n'a pas été menée à son terme, et c'est ce qui rend ces derniers jours très douloureux, et c'est ce qui rend son courage à elle aussi poignant et remarquable. Moi, j'ai eu l'impression que pour lui aussi, il était trop tôt. Je ne sais pas s'il y a un moment qui est le bon moment. Je lisais un ouvrage de Martin Amis récemment où il compare les 4 saisons de la vie aux 4 formes de fiction. Il dit ça commence par la comédie, ça poursuit par la romance, trentaine, la quarantaine. Ensuite vient la tragédie et à la fin, la satire. C'est-à-dire qu'à la fin, quand on a presque dépassé son temps, on peut promener un regard un peu peut-être désabusé sur le monde. C'est peut-être très idéaliste, tout ça, mais on se dit que de toute façon, bon, voilà, peut-être tous nos copains sont morts, qu'il n'y a plus grand-chose à faire ici. On peut promener un œil goguenard sur le monde, mais lui, Mike, qui meurt à 69 ans, c'est 68 ça ans. 68 ans. Lui, il meurt, entre guillemets, en pleine tragédie, c'est-à-dire qu'il avait encore beaucoup de choses à faire. D'ailleurs, vous le dites, il vient à Paris avec ses étudiants, il continue à produire. C'est pas du tout quelqu'un qui est prêt à mourir, a priori. Non, il lui tombe dessus quelque chose qui le catastrophe, parce qu'il a toujours été une force de la nature. On a dit que c'était un architecte, mais c'est aussi un travailleur du bois. Donc c'est quelqu'un qui s'était formé comme menuisier et comme charpentier. Et je dis que la charpente de la maison de Minneapolis, d'ailleurs, il n'a pas fait la maison, mais il avait entièrement repensé cette charpente. Il y a créé une et même plusieurs fenêtres dont il est question dans le bouquin. Et donc c'était une force de la nature, ce qui fait qu'au moment de s'en aller, il a eu le temps de faire face à tout ça, puisqu'il a lutté pendant 1 an et demi. Mais il était tout sauf je sais pas, désabusé ou fatigué de l'existence. C'était vraiment l'exact contraire de ça. Je parle aussi assez souvent dans mon livre, pour les comparer un peu, de mon ami Alan Cope, qui lui avait une autre attitude. Alan était vraiment en colère. Alan, j'ai eu affaire à quelqu'un qui était en pétard de disparaître, et qui était lui aussi relativement jeune encore. Il n'avait que 74 ans, il aurait pu rester là. Lui, par contre, la plupart de ses amis étaient morts, en particulier ses amis américains. Il est frappant de constater que cette génération qui avait fait la guerre n'ont pas fait de vieux os, vraiment sur le tard. Ce sont des gens qui, étant donné le stress auquel ils ont été soumis à 18 ans, tout ce qu'ils ont pu inhaler, etc., pendant cette campagne d'Europe ou du Pacifique, puisqu'Alain a eu des copains qui se sont retrouvés aussi dans le Pacifique, ça a fait qu'ils ont ensuite, au cours de leur vie, nombre d'entre eux étaient rattrapés par des pathologies dont on peut raisonnablement penser qu'elles se sont fabriquées dans ces circonstances-là. Mais Mike, il avait une tristesse qu'il n'a pas cherché à masquer. Ça sortait tout seul. Je la trouvais très digne, parce que, évidemment, on peut trouver... il est stoïque de ne pas montrer sa tristesse, mais il y a une grande dignité à la montrer, je trouve. Et de toute façon, vous l'avez compris aussi en lisant le livre, c'était vraiment l'élégance incarnée. C'était quelqu'un d'extrêmement fréquentable grâce à ça, parce qu'il avait une espèce de, je sais pas, de decency, comme diraient les Américains, qui tenait d'abord à son tact, à sa présence dans la conversation, à ce que j'appelle sa douceur quand je le rencontre. C'est vraiment quelqu'un qui vous laisse tout de suite votre place à côté de lui, et qui a une sorte d'enthousiasme à vous écouter, dont on sait qu'il est assez volontiers américain, si j'ose dire, mais qui n'est pas formel, parce qu'il faut dire que quand on s'est rencontrés,
il avait vent de mon activité, j'avais vent de la sienne. On savait qu'on était 2 dessinateurs. Donc le soir, on a été mis en présence. Mike était allé la veille à Paris, rue du Montparnasse, à l'imprimerie Idem, chercher des lithographies que j'avais faites quelque temps auparavant. Et moi, j'avais vu via Juliette quelques cartes de Noël, etc., qu'il lui avait envoyées, décorées par lui avec des dessins, etc. Donc, on avait déjà une idée de ce qu'on faisait l'un l'autre. Et puis ce soir-là, le soir de notre rencontre, on a échangé nos carnets déjà. Ce qui a d'émouvant évidemment dans la fin du livre, c'est qu'au moment où il a fallu faire ensemble cette cérémonie qu'il a voulu, donc de faire son dernier dessin en ma présence, son premier mouvement a été que nous échangions nos carnets. C'est-à-dire que son dernier dessin, il l'a fait dans un carnet que j'allais remporter chez moi, et le dessin que j'ai fait en sa présence ce jour-là, il l'a gardé. Et donc, tout ça a été placé d'emblée sous le signe du dessin. Je dois dire que quand j'ai commencé ce bouquin, je pensais que j'allais me débonder sur ce que c'était que de perdre un ami. Et ça me paraissait déjà, encore une fois, détaché de l'idée de publier quoi que ce soit, mais pour faire mon compte pour moi-même, ça me paraissait déjà une entreprise utile, souhaitable. Je me disais, il faudrait arriver à dire quelque chose sur un événement qui, jusqu'ici, ne m'a fait proférer que des paroles convenues, ou, au mieux, je me disais, au fond, ce que j'ai dit de mieux dans l'existence face à la mort, c'est des gémissements. Ce que j'ai trouvé de plus éloquent, ça a été de pleurer. Mais je me suis rendu compte que je n'étais jamais cautérisé, calmé par des paroles que j'aurais trouvées en mon fort intérieur, pas plus, je dois le dire, la plupart du temps, que par des paroles qu'on médite. J'aime bien dire « il est au ciel », il est penché sur son nuage, il nous regarde. On a tous besoin de se dire ça, et pourquoi pas. Mais le fait est que des paroles qui porteraient, je ne sais pas, un poids de vérité, et qui du coup ne seraient pas purement consolatrices, mais le seraient par sincérité, si j'ose dire, consoleraient par un surcroît de sincérité. Ça, j'avais l'impression de n'avoir jamais trouvé la force d'en dire et de n'en avoir pas beaucoup entendu dans mon existence. Donc, je me suis dit, ça vaudrait peut-être le coup d'écrire ça. Voilà la raison pour laquelle je me suis lancé dans le récit. Mais, en écrivant ça, le dessin a pris de plus en plus de place dans le bouquin. Et peut-être pour la raison que, je le dis au début du livre, on ne parle jamais autant que de ce qu'on ne pratique pas. Je me suis dit, ne dessinant plus parce que je suis en train d'écrire abondamment, je ressens de manière toujours plus aiguë la nécessité de parler de ce qui nous a vraiment rassemblés ensemble et qui a fait que jusqu'au bout, on a donné un sens à notre côtoiement. C'est vraiment une famille du dessin qui est le dessin d'observation. Et là, ça m'a donné comme une sorte de second souffle, parce que je me suis dit, oui, j'ai des choses à dire sur le sujet que je ne me suis jamais vraiment formulé à moi-même, qu'on n'échange pas beaucoup entre dessinateurs, parce que d'abord, on parle très volontiers d'autres choses entre professionnels, si j'ose dire, ou entre amateurs du dessin, entre praticiens en tout cas. Et ces pensées qui nous traversent au moment même où on dessine, ces sensations, je ne me rappelais pas avoir essayé de les formuler, et pourtant Dieu sait qu'elles sont là, et qu'elles sont là quotidiennement. Et souvent, il me semble que écrire, c'est en fait accéder à des choses qui sont là, de toute éternité, et qui se posent peut-être tellement là qu'on n'a pas songé à les nommer. Et du coup, j'ai trouvé la mort peut-être trop exceptionnelle dans mon existence, et c'est un moment du récit où j'ai commencé, sachant qu'elle était omniprésente, à rétrograder et à en parler moins, et j'ai fait avancer quelque chose dont j'avais, sans le savoir, envie de parler et sans doute besoin de parler, qui était ma pratique de dessinateur. Oui, effectivement, dans la première partie du récit, on peut dire que, ironiquement, vous n'y allez pas de main morte sur justement ce sujet de la disparition, du deuil.
vous allez au feu, quoi. C'est-à-dire que il n'y a pas de pensée spécialement consolatrice. Il y en a quelques-unes quand même. Vous rappelez le fait que c'est un couple qui s'est profondément aimé, et ça, c'est important pour eux pour traverser cette épreuve, mais ils vont la traverser de façon évidemment très différente. Pour l'une, ça va être définitif, l'autre va rester. Il y a quelque chose qui va les séparer, qui est inéluctable. Vous parlez un moment de la présence des enfants dont vous dites que c'est une bonne consolation, et vous donnez, je pense, un excellent conseil que j'ai vu nulle part ailleurs, qui est que à un moment, la fille de Mike vient changer son nouveau-né quasiment sur le lit où Mike est en train d'agoniser, et ça, c'est vraiment un moment assez sublime dans le récit, et les enfants sont les seuls êtres humains qui sont encore qui sont pas touchés par l'ombre de la mort. Ils voient pas ce que c'est. Pour eux, c'est même pas une abstraction, ça n'existe pas. Donc il y a quelque chose de réconfortant à les voir, eux, qui sont la vie qui continue. Vous parlez de votre impuissance à faire face à tout ça. Parfois, vous en voulez de ne pas réagir de la façon dont vous auriez pu réagir, mais surtout, on a l'impression que de toute façon, les choses doivent se passer et se faire, et abîmer les gens qui doivent être abîmés, et que vous pouvez pas faire grand-chose contre ça. Par exemple, quand vous le voyez, ça, on connaît cette histoire par cœur, quand vous le voyez descendre les escaliers, ça fait un moment que vous l'avez pas vu, il est réellement dans un état physique déplorable, et c'est très difficile de ne pas avoir l'air choqué. Il y a des moments de réconfort où vous êtes à ses côtés, peut-être qu'on y reviendra, où vous lui lisez des passages des rêveries du promeneur solitaire de Rousseau. Mais globalement, ce qui ressort de cette partie-là, c'est que ça craint, quoi. Je veux dire, il n'y a rien à faire, en fait. Enfin, les choses arrivent, vous y faites face avec un maximum de dignité, mais oui, vous allez être abîmé, oui, vous allez souffrir. Et je pensais à tous les livres, les conseils qu'on peut donner sur les gens, même que des psys peuvent donner en toute bonne foi, sur il faut faire ceci, cela. Malgré tout, je pense qu'il y a un moment où le deuil est un processus que vous devez prendre à votre charge, sans quoi c'est, parce que ça m'a fait penser aussi à ce livre de Johan Didion qui s'appelle L'année de la pensée magique. Il y a des gens qui se réfugient, ne serait-ce que momentanément, dans une sorte de folie et de déni complet. Et bon, visiblement, c'est pas votre cas. Vous prenez un petit peu les choses en pleine face. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a fait, j'allais dire, grandir par rapport à cette question de la mort? Vous l'avez jamais côtoyé de si près, finalement? Alors, si j'avais déjà accompagné mon ami Alan Cope à la mort, et d'une certaine manière beaucoup plus que Mike, parce que Alan, j'étais vraiment à ses côtés longtemps. Mais non, ce qui m'a le plus impressionné, en fait, dans toute cette affaire, c'est que, en effet, nous, son entourage proche, moi qui étais un satellite, qui venait comme ça d'Europe pour passer quelques jours avec lui, nous étions constamment dans cette question qui taraude les survivants, c'est-à-dire l'impuissance, rien à dire, rien à faire, etc. C'est une sorte d'obsession dont je fais état dans le livre parce que je l'avais constamment en tête quand j'étais auprès de lui. On se regarde faire, on se voudrait à la fois plus naturel, de meilleurs secours, etc. Et en même temps, constamment, on a cette espèce de Jiminy Cricket intérieur qui nous dit c'est vain, tu n'arrives à rien, tu dis pas ce qu'il faut dire, tu fais pas ce qu'il faut faire, etc. Et face à moi, j'ai un homme qui prend des initiatives jusqu'au bout, y compris celle qui a justifié ma présence, c'est-à-dire son désir qu'on fasse un dernier dessin ensemble. Moi, c'était une idée qui me paraissait choquante quand j'ai su qu'il voulait faire ça, parce que on rapporte tout ce qui nous arrive à nous-mêmes, et je me disais, mais moi, je ne pourrais pas faire une chose pareille, théâtralisée comme ça, à quelques jours de ma disparition, à un moment au terme duquel je voudrais convoquer quelqu'un, lui demander de faire un dessin en ma présence. Ça me paraissait très éloigné de ma sensibilité à moi.
Alors qu'on avait été assez frappé depuis le début par la coïncidence d'un certain nombre de traits de caractère entre nous deux. Mais ça, je dois dire que c'est une idée dont il me semblait qu'elle ne me serait pas venue. Et c'est difficile de se glisser dans des idées qu'on n'aurait pas eues, si j'ose dire. Il y a un véritable effort à faire. Alors, l'effort, en l'occurrence, c'était de faire ce voyage, mais ça a été aussi, surtout, le moment venu de se retrouver avec un crayon en main face à un ami qui, en effet, va disparaître, et d'être mis en demeure de dessiner à côté de lui, sachant que le dessin que lui est en train de tracer est un dessin d'adieu, au terme duquel, après avoir, pendant sa vie, maculé des dizaines de milliers de papiers par autant de dessins, le dernier trait, là, sera le dernier trait. Et comme toujours, ces moments sont importants à vivre parce qu'ils nous obligent à nous débarrasser de nos préventions. C'est-à-dire tout ce qu'on a à l'intérieur qui s'entrechoque, qui fait obstacle, qui inhibe. Il y a un moment où soit on y cède, et à ce moment-là, je ne sais pas, les bras pendent le long du corps, et je sais pas, on se met à pleurer, à hoqueter, enfin, on s'abandonne à l'impuissance et à une réaction purement animale. Soit on se dit, et là c'est en ça que les êtres exemplaires ont de l'importance, on se dit, j'ai à côté de moi quelqu'un qui est quand même en train, c'est lui là qui est à l'instant de vérité, c'est lui qui sait que son existence est comptée en heures. Il veut faire un dernier dessin. Il ne veut pas que le dessin qu'il a fait il y a une semaine soit son dernier dessin. Il veut en faire un et il veut que ce soit en ma présence. Donc, s'il en est ainsi, il faut impérativement que je me mette en position de dessinateur. Je suis censé savoir faire ça. C'est mon expression depuis que je suis tout petit. Nulla dies sine linea. J'ai passé ma vie à dessiner. Je dois pouvoir, dans les circonstances qui sont les nôtres en ce moment, à côté de lui, faire moi aussi un dessin. Et du coup, il y a une réponse apportée au rien à dire, rien à faire. Et cette réponse, elle est apportée par le principal intéressé. C'est toujours comme ça que ça se passe, en fait. Les gens vraiment exemplaires sont toujours les principaux intéressés. C'est ceux à qui quelque chose arrive. S'ils ont la force de réagir face à nous d'une manière qui nous en impose, ils nous invitent quand même à déplier un peu notre colonne vertébrale, à nous redresser et à essayer de tenir notre parti. Donc, si j'avais eu affaire à un homme balbutiant, désorienté, incohérent, Dieu sait que je l'aurais compris. Et Dieu sait que j'aurais vu aussi cet homme comme un miroir de moi-même. Je me serais reconnu. Mais j'ai vu le contraire de ça. J'ai vu un homme qui ne s'interdisait pas des moments de faiblesse parce que, tout simplement, il fallait que ça sorte. Mais j'ai vu aussi quelqu'un avec qui j'ai eu la veille de mon départ une longue conversation sur sa vie, en fait, sur son activité de dessinateur au cours de sa vie. Et puis ce moment, qui me paraissait presque inconcevable, a été vécu. Et je dois dire que, en dépit de tous les sentiments contradictoires qui pouvaient m'assaillir pendant que j'étais en train de faire ce dessin, il y en avait quand même un qui surnageait, qui était l'admiration. Je dis que l'admiration, c'est douloureux parce que c'est un sentiment qui nous oblige à héberger des gens plus grands que nous. Donc ça nous distend, on le sent physiquement, ça nous distend le cœur d'admirer, en fait. Mais Dieu sait qu'on en a besoin. Oui, et puis quand on peut le faire en tout abandon et sans arrière-pensée, Oui. sans acrimonie, c'est encore plus merveilleux. Est-ce qu'on peut peut-être jeter un œil un petit peu au dessin de Mike, que vous avez eu la gentillesse de nous faire connaître, parce que du coup, là, on a un livre, c'est vrai, on est tout le temps frustré, on voudrait les voir, ces fameux dessins. Quelques mots peut-être sur ces croquis. On va demander à Arthur et Lénie de bien vouloir passer quelques-unes de ces images à l'écran. Nous, on les voit en fond de scène derrière nous. Et on constate en effet que Mike avait cette qualité qui est très frappante, je pense, pour tout un chacun, mais qui l'est aussi beaucoup pour les dessinateurs, de se mettre face à des structures complexes, des architectures qui sont pas simples. Là, on a l'Isola Tibellina à Rome, là, le Ponte Fabricio, le plus vieux pont de Rome, et de chic, comme on dit en Belgique,
c'est-à-dire en laissant cheminer la pointe de la plume ou du crayon, sans repentir la plupart du temps, d'attraper toutes les proportions et de rentrer chez lui avec ce carré de réalité découpé, comme ça, dans l'air devant lui, et d'avoir d'héberger à la maison le monde entier, en fait, une quantité de choses vues, de bâtiments, toute une sorte d'univers reconstitué, consultable, à dimension de table de nuit ou de rayonnage de bibliothèque, qui sont des dessins que généralement les dessinateurs qui les ont faits aiment revoir. Moi, j'aime bien mes croquis pour ça. J'ai toujours du mal à rouvrir mes livres de fiction, parce que assez traditionnellement, on sait qu'on a plus tendance à en voir les défauts que les qualités. Mais un dessin instantané, un croquis, généralement, ça... Là, on voit Strasbourg. On l'a fait dans un tel état de projection vers l'extérieur qu'on en est, pour ainsi dire, absent. Et ça nous permet de le revoir indéfiniment au cours de notre existence en feuilletant nos carnets, et d'en retirer, si tout va bien, toujours à peu près le même bonheur, qui n'est pas tant d'ailleurs de constater qu'on a eu la main juste et qu'on a réussi à peu près à emballer le sujet, mais qui est tout simplement de se retrouver dans le moment. Parce que je suis certain que si Mike regardait l'abbaye de Sénanque qu'on voit ici, ou les escaliers de Menton, il avait la pression barométrique du jour, il avait les cigales, il avait les klaxons de Vespa derrière lui, ou je ne sais quoi, parce que l'état de concentration dans lequel nous place ce dessin d'observation est un état qui nous rend ultra sensibles à ce qui est en train de se passer alentour. Alors notre regard est focalisé évidemment sur l'objet qu'on a choisi, mais nos autres sens bénéficient de cet état de concentration, et ça nourrit considérablement la mémoire des formes et la mémoire sensible, qui fait que ensuite, au cours de sa vie, d'une part, on peut convoquer ces instants-là à l'envi, à la faveur d'une conversation, ou on peut, quand on arrive dans un lieu qu'on ne connaît pas, établir d'emblée une relation directe entre ce lieu et un lieu qu'on a déjà vu, ce qui est toujours intéressant. Alors moi, je fais ça, comme on le disait tout à l'heure, plus volontiers avec des physionomies et des visages, mais enfin, je le fais aussi quand même assez volontiers avec des paysages. Et lui s'était créé une sorte d'immense ville, disons, dans laquelle cohabitaient tous ces bâtiments glanés aux quatre coins du monde. Et voilà, et ça c'est vraiment... Son décès a arrêté une activité qui avait accouché d'un nombre considérable de dessins, et qui est un air de famille entre un certain nombre de dessinateurs partout dans le monde qui ont ce souci-là, cette pulsion-là, ce désir-là, et qui fait que si ces gens-là, même s'ils ne parlent pas la même langue, se rencontrent, ils ont tout de suite l'affinité du métier. C'est quand un gendarme rencontre un autre gendarme. Ça, ce sont des dessins que vous avez récupérés par quel biais? C'est Gloria qui vous les a envoyés ou... Alors Gloria m'a envoyé ces dessins. Il y a à l'heure actuelle, on ne sait pas quand elle ouvrira, on espère qu'elle ouvrira, une exposition à Angoulême, au musée d'Angoulême, au chevet de la cathédrale, qu'il aurait pu dessiner. Et au sein de cette exposition, j'ai réservé une alcôve à Mike. Il a 3 simèses et une vitrine. Et donc, je n'ai pas voulu courir le risque, étant donné la période que nous traversons, de faire venir des originaux depuis les États-Unis. J'avais peur que ça se perde. Donc, j'ai demandé à Gloria de m'envoyer d'excellents fichiers qui ont présidé à la réalisation du seul livre de dessin que Mike aura produit dans sa vie, décision qu'il a prise au moment où il a appris qu'il était malade. D'accord. Donc là aussi, c'est une démonstration de courage, démonstration de, comment dire, démonstration d'architecture, si j'ose dire. C'est-à-dire cette capacité face à l'inéluctable, à l'impondérable, de se dire je bâtis quelque chose. Voilà. C'est la profession de foi de l'architecte.
Donc là, à peine rentré en fait de chez son médecin, il s'est dit j'ai beaucoup dessiné dans ma vie, j'ai un peu écrit, il faut que je bâtisse une sorte d'anthologie qui tiendra compte de ça. Et ça a été ce qui a occupé essentiellement l'année et demie qui a précédé sa mort à la suite de ce diagnostic. Et là, il est reparti avec sa lampe de spéléo dans son fond, dans toutes sortes de dessins que j'ai vus avec lui et puis que j'ai vus aussi après sa mort en allant à Santa Fe. Et il en a fait une sélection, il les a agencés, il a lui-même réalisé le graphisme de son livre, donc ça a été un travail colossal. Et j'ai demandé à Gloria donc, et à l'éditeur de Mike, Octane Press, de m'envoyer les fichiers. Et on en a fait de belles reproductions qui sont encadrées à Angoulême et que j'espère les gens pourront voir. Quand vous arrivez à Minneapolis, vous avez avec vous les rêveries d'un promeneur solitaire de Rousseau. C'est fortuit. Bon, c'était le bouquin en cours. Ouais. Mais en même temps, ça fait sens. Alors, c'est pas forcément le livre dans lequel il est le plus facile de chercher un réconfort par rapport à l'idée de la mort, parce que les gens vont plutôt choisir Montaigne ou peut-être Sénèque. Bon. Mais est-ce que vous pensez, parce que vous lisez ce livre un petit peu quand vous êtes là-bas, et surtout vous en lisez un passage à Mike, c'est un très beau moment d'ailleurs, parce que vous lui lisez un passage en français à sa demande, c'est-à-dire que vous étiez mis dans l'idée de traduire, et puis finalement vous lui expliquez le sens général et vous dites tous les deux que la musique des mots va peut-être suffire. Est-ce que vous pensez que à certains moments comme ça charnières, la littérature puisse se substituer peut-être à la philosophie ou en tout cas à la psychologie pour affronter et peut-être transcender cette idée un petit peu de la mort? Mais il me paraît très évident à la lumière de ce séjour que si on n'avait pas pu parler dessin, faire du dessin, lire quelques pages, réciter quelques vers, je ne sais pas, on se serait dépatouillé pour faire autre chose. Mais en ce qui me concerne et en ce qui le concerne, je pense que ça aurait été profondément tragique, parce que ça aurait voulu dire que tout ce qui nous aura tellement accompagnés dans notre vie et qui aura tellement compté pour nous apporter constamment l'énergie, les vitamines, le soutien dont on a besoin pour vivre, pour œuvrer, pour élever nos enfants, pour s'aimer, etc. Si on n'avait pas eu ça à notre main, si j'ose dire, pour se l'échanger pendant ces 3 derniers jours, je ne veux même pas imaginer ce qui aurait pu se passer. Pour moi, ce serait la tragédie la plus noire, ça aurait été proprement infernal. Et là, on avait ça. Et il y a eu en fait un seul moment de bien-être, c'est quand on feuilletait justement son livre ensemble et que tout naturellement, la vision de certains dessins lui a évoqué quelques anecdotes qu'il m'a racontées. Et donc, il y avait cette capacité qu'a la lecture, la vision des images, de nous absorber tout d'un coup et de nous extraire de la misère dans laquelle on est pour le temps que ça dure. 1 minute, c'est déjà bien beau, et si c'en est 10, si c'est un quart d'heure, si c'est une demi-heure, alors là, c'est un immense cadeau. J'ai vécu ça avec Alan aussi. Alan, à la fin de sa vie, il enregistrait, j'ai fait des croquis de lui justement, quand il voulait bien, dans son lit d'hôpital, il enregistrait jusqu'à la fin pour que je puisse continuer après, quoi, un certain nombre de souvenirs. Et moi-même, je lui apportais des pages où il se regardait à 20 ans en train de découvrir l'existence alors qu'il était en train de la quitter. Au moment où il regardait les pages, au moment où il commentait, au moment où il me posait telle question et où moi je lui en posais d'autres pour préciser ce que j'avais fait, c'était extraordinaire. On était ailleurs. Ça a duré ce que ça durait, mais on était ailleurs. Il n'était plus question d'hosto. Enfin, pour autant que je puisse en juger, je ne peux pas. Mais il y a des signes qui ne trompent pas. Quand on voit quelqu'un au 36e dessous, vraiment à l'état de flaque, sous vos yeux, se regonfler, reprendre une assise dans son fauteuil, quand on sent la voix se raffermir, quand on sent les idées s'éclaircir,
quand on sent le discours se mettre en branle, quand on assiste à quelque chose que je trouve merveilleux, c'est il m'a parlé de son mentor, Alexandre Notaras, qui était un grec d'une minorité grecque en Turquie, qui a échappé à un pogrom à l'âge de 3 ans et qui a eu ensuite une vie très remplie et même assez aventureuse, qui l'a amené d'ailleurs à être un des artisans et parfois même un des prescripteurs de la reconstruction, alors qu'il était tout jeune homme, d'un certain nombre de villes françaises après-guerre, à la suite d'architectes comme, on le sait, les frères Perret ou Louis Arech. Donc il était dans ces mouvements-là. Et ça a été pour Mike un enseignant inoubliable, quelqu'un qui a vraiment travaillé au corps pour extraire de lui tout jeune des choses qu'il y avait vues, mais que Mike, évidemment, ignorait détenir, si j'ose dire. Et donc, évoquer, c'est frappant de voir un mourant évoquer un mort et se regonfler grâce à l'évocation de ce mort. Ça dit, je pense, pas mal de choses sur ce qui est peut-être la denrée principale du livre, c'est-à-dire ce que vraiment l'amitié nous fait dans l'existence. C'est-à-dire qu'on est aux dernières extrémités, on est mal fichu, et tout d'un coup, il faut parler d'un gars disparu depuis 10 ans et qui nous a beaucoup apporté. Et la simple évocation de ce gars, c'est tout d'un coup une perfusion qui nous vient d'outre-tombe et qui nous restitue l'énergie nécessaire pour, pendant un quart d'heure, avoir de la faconde, avoir de la conviction, avoir de la poésie, sourire, parce que c'est un moment où on a souri. Moi, ça m'a fait un bien absolument incroyable. Enfin, parce que je dis que je suis mal à l'aise pendant ce séjour. Je l'ai été constamment. C'est pas, comme vous le disiez, c'est pas possible. On peut pas faire autrement. On est toujours suspendu. On surveille. On voudrait être spontané. On n'y arrive pas. Et puis il y a des moments où, encore une fois, l'exemple, par l'exemple, c'est toujours la personne qui est la plus amochée qui donne l'exemple. Par exemple, de cette personne souriant, par exemple, de cette personne retrouvant les mots pour dépeindre un homme, une situation, un paysage. Là, à ce moment-là, on se regarde comme ça, et puis on s'exalte à nouveau un moment tous les deux. Il me l'a dit, il m'a dit qu'est-ce que ça a été beau de vivre quand même. Ça me bouleverse beaucoup de le dire, mais c'était un constat. Ça fait un bien fou d'entendre ça, parce que les gens qui nous précèdent sont des éclaireurs, quoi. Ils nous dépeignent évidemment ce qui va nous arriver. Et quand quelqu'un a la ressource, quelques heures avant sa disparition, de dire « ça a quand même été formidable », bon, je ne sais pas, ça ouvre en nous une capacité de respiration qui est toujours fragile, qui est toujours battue en brèche par la capacité qu'on a à se désespérer sur notre sort, à toujours alourdir notre charrette. Et on a un besoin vital, considérable de ces paroles-là. Et si elles nous viennent par le biais de quelqu'un qui sait adroitement les dire, dans une œuvre, dans un film, c'est déjà très beau, ça peut nous toucher au plus profond. Mais quand elles viennent de quelqu'un qui peut plus jouer à quoi que ce soit, parce qu'il est vraiment dans l'antichambre, là, elles ont une force, je trouve, de résonance en nous, qui fait que, tout en étant labouré, amoché par ce qu'on est en train de vivre, on a tout d'un coup, au sein de cette fragilité, une perfusion de courage, de force, de fermeté. On a tellement besoin de ça. Quand ça arrive, c'est vraiment... voilà.
En tout cas, vous nous offrez. Il y a un moment de grande frustration dans le livre qui est simplement le fait de ne pas avoir connu cet homme qui a l'air absolument remarquable. Enfin, vous en faites un personnage dont on a tout de suite envie d'être l'ami, et on sait que vous l'avez été, vous avez eu cette chance. C'est une dernière question volontairement impudique, et je m'en excuse par rapport à cet ouvrage qui est lui-même d'une grande pudeur sur tous ces sujets, mais est-ce que Gloria a eu connaissance de ce livre? Alors j'ai eu le culot de le lui envoyer par livraison, si j'ose dire, pendant que j'étais en train de l'écrire. D'accord. Oui, alors, Gloria a enseigné le français imparfaitement, comme elle le dit elle-même, mais elle a quand même de bonnes notions de notre langue, donc... Et puis son copain, le copain de Mike, David Hanser, dont je parle aussi dans le livre, a vécu en France. C'est lui qui fait le portrait de cet extraordinaire architecte qui s'appelait Gabriel Guévrekian et qui a enseigné lui aussi sur ce fameux campus d'Urbana-Champaign, qui lui était également né en Turquie, mais d'origine arménienne, raison pour laquelle il a dû aussi précipitamment quitter la Turquie, comme l'avait fait Notaras. Comme le fera Notaras quelques années après lui, et sort d'ailleurs ces temps-ci chez un éditeur qui fait des bouquins coups humains en Allemagne, qui s'appelle Hatje Kantz, un très beau livre qui s'appelle The Elusive Modernist sur Guévrekian, que je conseille parce qu'il y a d'admirables photos et des textes intéressants, dont il y a une photo d'ailleurs où on voit le tout jeune Mike presque indiscernable, mais c'est une sorte de photo de classe comme ça. Et donc ces gens, aussi bien David que Gloria, ont lu le livre, ou en tout cas s'en sont donné une idée, parce que je ne les ai pas encouragés à le lire. Oui. Je leur ai dit que je voulais qu'ils l'aient et qu'ils sachent ce que j'étais en train de faire, mais qu'évidemment je laissais ça à leur complète discrétion. J'ai constaté que Gloria quand même était heureuse de ce prolongement. Elle l'est de l'exposition. Elle espère d'ailleurs qu'elle pourra venir d'ici le mois de juin en France pour la voir. Je dois me rendre, si tout va bien aussi, encore une fois, en octobre prochain en Slovénie, à Ljubljana, et je suis en train d'essayer de goupiller une exposition qui sera consacrée à Mike dans le pays de ses grands-parents, puisque ce sont ses grands-parents qui avaient fait le grand saut entre l'Europe et les États-Unis. Donc, et puis je dois dire que j'aime autant Gloria que Mike. Et ça se sent. Hein. Oui, c'est quelqu'un qui m'apporte énormément. Nos conversations aujourd'hui sont toujours pour moi des moments précieux, et donc j'imaginais pas de la tenir en dehors, pas plus que Juliette d'ailleurs, qui a suivi aussi bien sûr de très près l'élaboration du livre. Je pense que j'ai constaté ça avec Alan, avec Didier Lefebvre, je recherche quand même à ce que ces livres me fassent du bien et fassent un certain bien aux protagonistes. Et c'est un moteur de la décision que je prends de me lancer dans des années de travail. C'est que c'est une des raisons pour lesquelles je dis que je ne ferai par exemple jamais de livre sur des gens que je n'ai pas connus. Je ne me sens pas capable d'écrire une biographie sur quelqu'un du passé. Ni non plus que je ne ferai des livres sur des gens connus, parce que je considère que, même si je les côtoie et que je les trouve très agréables, je pense qu'ils n'ont pas besoin de moi. J'aime bien l'idée de faire des livres avec des gens dont je sens que nous avons un besoin réciproque l'un de l'autre. Oui, et ce sont trois, enfin, entre Alan, le photographe, et ce livre-ci, ce sont des livres que vous habitez, mais à l'intérieur desquels vous tenez aussi beaucoup en retrait. Celui-ci est certainement celui où on vous découvre le plus, pour ceux qui ne vous connaissaient pas. En tout cas, c'est un ouvrage remarquable et dont on n'a fait que effleurer le propos, malheureusement. Cette heure est passée très vite. Je vous remercie de votre
franchises et d'autres ouvertures. Je recommande très chaleureusement cet ouvrage donc, qui est paru aux éditions Gallimard dans la collection Signe, dirigé par Thierry Laroche, qui est sorti au début du mois de janvier, hein, je crois, ce livre. Oui. Et, moi aussi, je remercie Thierry. Ouais. Je lui souhaite en tout cas une belle vie. Il le mérite amplement, et vous aussi. Et je vous remercie. Puis je remercie tous les gens qui ont eu la gentillesse de nous écouter aujourd'hui ou qui découvraient cet entretien un petit peu plus tard. Voilà. Merci Fabrice. Merci.